Noam Habiton, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de nous accorder un portrait de toi pour l'émission Chasseur d'étoiles. Alors Noam, même si on ne te présente plus, est-ce que tu pourrais dans un premier temps et en quelques mots nous raconter ta vie en France? Ma vie en France. Alors déjà, Baruch Hashem, ça va faire plus de 10 ans que je suis là. Mais ma vie en France, moi je suis né en région parisienne, à Courbevoie. J'ai fait mon enfance là-bas. Ma scolarité, je l'ai faite à Courbevoie. J'ai fait aussi à Nanterre. Donc j'étais dans un milieu complètement non juif. Complètement. D'ailleurs, j'avais pas d'amis juifs jusqu'à très tard, jusqu'à peut-être 16-17 ans. Et vraiment, je l'ai pas mal vécu du tout. Hein. J'étais dans ce monde-là, j'étais baigné là-dedans, dans une culture française, mais en même temps très colorée, parce que j'étais, on va dire, dans des endroits un peu chauds, dans des lycées, on va dire, où il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de cultures. Donc c'était très coloré mon enfance. En plus d'un milieu non juif, c'était aussi un milieu assez urbain, assez chaud. La culture hip-hop, rap. J'étais dans ces ambiances-là. D'accord. Alors justement, à cette époque-là, tu tombes très jeune amoureux du milieu artistique. Donc tu t'intéresses au milieu urbain, comme tu l'as dit, la danse, la musique, mais pas que. Il y a aussi le théâtre, le cinéma. Tu as déjà cette fibre en toi. Oui, voilà, comme tu l'as dit, je suis tombé amoureux très vite de l'art, en fait, de tout ce qui peut être artistique. En particulier, voilà, le cinéma, c'était vraiment le summum. C'est-à-dire pour moi, j'avais une période très cinéphile, où à partir de peut-être 9 ans, 10 ans, j'allais seul au cinéma, j'allais peut-être 3-4 fois par semaine. Et quand je dis 3 ou 4 fois par semaine, ça peut être des séances où j'enchaîne 2-3 films des fois. C'est des fois une folie, je sortis du cinéma, j'avais la tête qui tournait, mais j'aimais ça, je vibrais cinéma. L'acting, après le jeu d'acteur, je me suis intéressé bien sûr au théâtre. Et il y avait cet aspect-là où ma mère, elle était en fait prof de danse. Donc dans sa jeunesse, elle a été aussi chanteuse. Donc j'ai été bercé là-dedans. La musique, c'était tout quoi. C'était tout. Les clips. Bon, Michael Jackson, qui n'est pas fan, mais moi, c'est vraiment. Je regardais des clips, ça me faisait vibrer. Je me suis dit, je veux ça. Je veux savoir danser. Je veux faire le show. Je veux être sur scène. Et ça, c'est des choses que je vibrais toute ma vie pour ça. D'accord. Donc toi, en fait, à l'époque, tu es, on va dire, au lycée. Tu fréquentes un milieu qui n'est pas du tout juif. Tu es plutôt dans le milieu urbain. Tu n'es pas du tout dans la religion? Pas du tout, du tout. Bon, c'est-à-dire que je suis d'une famille traditionnaliste. On est une famille d'Algérie, donc on connaissait pas grand-chose au niveau de la pratique. Tu faisais quoi, par exemple? Je faisais Kippour. D'accord. Kippour, voilà. Kippour, Pessar, bien sûr, le soir du Seder. On allumait les bougies de Hanouka. C'était vraiment un judaïsme. Mais il y avait aussi le kiddush du vendredi soir. Voilà, le kiddush du vendredi soir, c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Même si juste après, on pouvait allumer la télé. C'est quelque chose qui était en nous quand même. On avait ce truc-là c'est important, voilà, c'est Shabbat. Il y a le kiddush du vendredi soir. Après, le samedi, je connaissais pas. Je savais même pas qu'on allait à la synagogue le samedi matin, par exemple. Ou voilà, Yom Kippour, j'arrivais pour le chauffard. C'est-à-dire... j'ai eu après, un peu plus grand, je me suis chauffé à aller un peu plus tôt à la synagogue, mais voilà, il y a plein de fêtes que je connaissais pas du tout, quoi. Alors, justement, comment t'arrives? À l'époque, tu as quel âge? Quand on va parler justement de ce déclic qui va faire que tu vas faire à un moment donné tchouva, Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour que cette transformation elle ait lieu dans ta vie? T'as quel âge à l'époque d'abord pour commencer? Ma vraie teshuva, ou vraiment le déclic, c'est fait à 17 ans. D'accord. 17 ans, ouais. Qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie? En fait, j'étais vraiment dans ce milieu, comme je te l'ai dit tout à l'heure, urbain. J'étais dans une école à Nanterre, un lycée qui s'appelait Joliot-Curie, où j'avais une section théâtre. C'était une option théâtre. C'était très sympa. C'était bon vivant. On avait un bon groupe. Cette année-là, il y a eu beaucoup de problèmes de perturbations par rapport à des perturbations politiques
C'était l'année des CPE, je crois, et des retraites. Donc pendant 2 mois et demi, on a bloqué le lycée. Des petites révoltes comme ça, des petites choses. Après, bon, c'est aussi les fréquentations, c'est les endroits avec qui j'étais. Dans ce lycée, voilà, à Joliot-Curie, j'avais en fait la chance d'être juste en face d'une synagogue. À l'époque, pour moi, je sais pas si c'était au début, je ne considérais pas ça comme une chance, je savais pas vraiment ce que c'était, mais en tout cas, j'avais des cousins qui habitaient Nanterre. Et ça m'a aussi aidé beaucoup dans ce déclic. Ces cousins-là, ils se rapprochaient de la religion. Justement, juste cette année où j'étais dans ce lycée-là. Et ils fréquentaient la synagogue de Nanterre qui vraiment se trouvait à quelques minutes du lycée. Et je me rappelle d'une fois, ça c'était un jour où vraiment il y a eu une sorte de déclic comme ça. Je me suis retrouvé dans le lycée où vraiment c'était très chaud, il y avait le blocus, donc on bloquait le lycée. Et j'avais école le samedi matin. Et le samedi matin, un jour où les CRS venaient pour vider le lycée, on était là, en bloqué, il y avait beaucoup de bagarres, de choses. Et à ce moment-là, je vois un de mes cousins passer pour aller à la synagogue, un samedi matin comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Qu'est-ce que je fais là? Il va à la synagogue. Peut-être que c'est pas ma place. Alors bon, sur le coup même, j'ai continué, j'ai continué à être dans le move des lycéens. Et finalement, le blocus s'est arrêté. C'était ce jour même. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais rejoindre mon cousin, je vais aller à la synagogue. Je suis arrivé, la prière était déjà finie, mais j'ai commencé à observer, à voir la synagogue, les fidèles. Donc je suis allé une fois, je suis allé un samedi matin, après un autre samedi matin, à la sortie de l'école. Et ils savaient que tu sortais de l'école à l'époque? Ah, on me voyait avec un sac. Déjà, un Shabbat avec le sac. Moi, je savais pas qu'on n'avait pas le droit de porter. Je me suis dit, bon, c'est un sac. On peut pas porter le Shabbat. Mais ils t'ont quand même accueilli? Complètement accueilli, les bras ouverts. Le rabbin était très sympa, très gentil. Et il y avait cet aspect-là de la prière que je ne connaissais pas. Et surtout cet aspect de la communauté, la Keïla. Cette chose-là que j'ai, en fait, toute mon enfance, ça m'a manqué. C'est-à-dire, je me sentais vraiment dans une communauté, je sentais que j'étais important. Je me rappelle même d'une fois où je suis arrivé à la synagogue et le rabbin, il dit « Ah, t'es le 10e !» Je dis « Quoi, comment ça le 10e ?»« Ah, grâce à toi, on va avoir minyan, on va pouvoir faire la prière. » Et quoi, le kaddish, tout ça. Et en fait, je savais pas. En fait, voilà, j'étais le 10e et j'étais cette pierre qui manquait, on va dire, dans la synagogue. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de très fort. C'est-à-dire, j'appartenais, ils ont besoin de moi. En fait, on a besoin de chaque juif. Et ça, c'est ce message-là, ça m'a beaucoup apporté. Alors bien sûr, il y a eu des rencontres, il y a eu des conférences, des cours. Après, l'aspect études, je l'ai découvert après. Ça a commencé par la synagogue, pour moi. D'accord. Et un jour, justement, par hasard, même si on sait bien que le hasard n'existe pas, hein, on dit que c'est une manière déguisée d'Hachem complètement de se manifester. Tu vas te retrouver justement à la rue Pavée, dans une yeshiva. Quel monde tu vas découvrir à ce moment-là? Alors ouais, alors déjà, c'est vraiment intéressant comment j'ai débarqué comme ça à la yeshiva de la rue Pavée. Il faut savoir que la rue Pavée, c'est la communauté orthodoxe blague de Paris. Et bon, bien sûr, c'était vraiment aucun rapport avec mon monde à moi. Et je me suis retrouvé avec un ami que j'avais rencontré justement dans les ambiances fudge que je voulais petit à petit fréquenter. Et cet ami-là, il m'a dit « Viens, on va à Saint-Paul, on va manger un falafel. » Et ce jour-là, c'était la Iloula de Baba Saleh, je me rappelle. Et il m'a dit « Viens, on va faire des prières, des teilim, des choses qu'on peut faire à la synagogue. » Alors on a cherché une synagogue, on ne connaissait pas le quartier à l'époque, on connaissait juste l'as du falafel comme tout le monde. Voilà. Mais on a rencontré un rabbin dans la rue, il nous a dit « Vous voulez monter à la yeshiva ?» Je vais... C'est quoi la yeshiva? Je savais même pas ce que c'était. J'avais entendu ce mot comme ça dans l'émission des Juifs sur France 2 comme ça, mais je savais pas ce que c'était quoi. Donc on est monté. J'arrive comme ça dans une sorte de synagogue, Beth Midrash comme ça. Moi je savais pas ce que c'était Birklal, mais je vois des gens assis, en train d'étudier, en train de crier face à des livres. Ah nanana, ils se lèvent comme ça et tout. Je dis mais c'est quoi, c'est un hôpital psychiatrique? Qu'est-ce qu'ils font là? Alors je me suis dit c'est pas possible. Ils sont là, ils sont trucs et ils se déhanchent comme ça, ils dansent devant leur livre. Je dis mais qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font? Moi en plus je savais pas lire l'hébreu, donc déjà je pouvais faire semblant, ça servait à rien.
Et j'arrive, je prends un livre, je cherchais un livre, donc je savais pas dans quel sens il fallait le prendre, donc je savais pas encore lire l'hébreu, vraiment je commençais. Donc j'ai pris un livre en français, j'ai fait la Mida en français, Seigneur, ouvre mes lèvres. Donc ça faisait très, très solennel. Et ensuite, on s'est retrouvé dans cette yeshiva, on a vu les gens, on a sympathisé. Et un des rabbinim de la yeshiva là-bas, un rav qui nous a accueillis, il nous a dit vous voulez assister au cours? Quel cours? Un cours de Torah. Je sais pourquoi pas. Et j'ai écouté un cours, 2 cours, 3 cours. Je suis revenu après la semaine d'après. Et je me suis fait des amis alors que je savais pas du tout où j'avais mis les pieds. C'est-à-dire vraiment, j'étais à pavé, j'étais vraiment dans le vrai, on va dire le judaïsme authentique, la Torah orthodoxe, black. Et finalement, je suis resté. Donc ça a été le point de départ de ta vraie teshuva. Ça a été le point de départ, oui. Voilà, au niveau de vraiment la découverte du judaïsme, elle s'est fait à pavé, ouais. Pour moi en tout cas. D'accord. Alors, tu vas continuer tes études? Je vais continuer mes études. Au départ, voilà, je faisais ces allers-retours. J'allais à la sortie de l'école, je fonçais. Au lieu d'aller au cinéma à l'époque, j'allais à la yeshiva. J'allais étudier, j'allais à un cours, à un deuxième cours. Après, voilà, je fréquentais pas que Pavé, mais Pavé, c'était voilà, un endroit où on se retrouvait. Je me rappelle qu'il y avait un restaurant en bas qui s'appelait Pizzman à l'époque. Et c'était sympa, on découvrait la Torah et en même temps j'étais toujours dans mes études, donc mais je sentais que il fallait que je fasse un pas. En fait, moi je me suis retrouvé dans un bac professionnel. Les études pour moi c'était compliqué, c'est-à-dire j'y ai pas accordé une importance, même si c'est très important les études, mais moi juste avant le déclic de la tchouva, j'étais dans les castings. Je voulais être comédien, je voulais faire vraiment ce métier-là de théâtre, donc je me suis investi, je voulais faire les cours Florent, et donc j'étais dans ce monde-là, donc les études c'était à côté. Donc je me suis retrouvé dans un bac professionnel service, c'était pour être steward ou des métiers d'accueil, des choses comme ça. Alors que je me suis retrouvé dans une classe où il y avait que des filles d'ailleurs. Mais tu continuais à côté de ça d'aller prendre les cours à la yeshiva. Alors j'avais plusieurs vies, mais il y a eu un moment où je me suis dit de toute façon ce bac je peux le finir, mais c'est pas quelque chose qui va, en tout cas que je cherche à avoir pour travailler là-dedans, parce que je cherchais pas à faire ça en fait. Je voulais faire plaisir à ma mère. Ma mère elle est professeure. Et c'est très compliqué pour une professeure de dire voilà maman, j'arrête l'école, je vais à la yeshiva. Alors ça c'était vraiment très 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 dur. Mais il y a eu un moment vraiment où en fin première j'ai craqué et je suis allé voir Laura Steinman. Je me rappelle, je lui avais posé la question, voilà, je suis dans une école non juive, est-ce que je vais à la yeshiva maintenant ou alors j'attends? Bon, la réponse elle était claire en tout cas pour moi, c'était que il fallait que je fasse le maximum pour aller à la yeshiva le plus tôt possible. Et donc j'ai décidé d'aller à la yeshiva et à plein temps. D'accord. À l'époque, tu as quel âge? 18 ans? Ouais. Ouais, 18 ans. Alors justement, au départ, il n'est pas forcément question de t'installer en Israël. Tu vas, dans le cadre justement de tes cours à la yeshiva, tu vas passer un diplôme qui est très particulier. Et tu vas passer par Israël et tu vas décider d'y rester. Ouais, alors j'ai commencé à la yeshiva au début comme un bachour yeshiva normal qui vraiment apprend à étudier. Je savais pas encore bien étudier, je venais d'apprendre à lire l'hébreu pour te dire vraiment c'était vraiment un grand pas que j'ai fait. Mais j'ai dit à ma mère, écoute, je vais avoir un métier parce que de toute façon moi je suis quelqu'un qui aime bouger, j'adore bouger. Voilà, la danse, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de très, très. Je suis pas hyper actif, mais j'aime bouger. Et donc, j'ai dit à ma mère, voilà, j'aurai un métier. J'ai cherché un métier que je pouvais apprendre à la yeshiva. Et alors, c'est un métier un peu original. C'est le métier de shochet. Attention. Est-ce que tu peux expliquer en français? Shochet, c'est abatteur rituel. D'accord. C'est quelqu'un qui abat, voilà, que ce soit des poulets, des vaches. Et ça. Moi, j'adore les animaux. Hein. Je suis pas vegan, mais c'est-à-dire que couper des têtes, c'est pas du tout ma passion. C'est-à-dire, je cherchais pas, j'aimais pas le sang ou des choses comme ça. C'est juste que je voulais un métier où ça bouge, voilà. Et ce que j'aimais dans le métier de shochet, bon, bien sûr, les halachot, les lois juives, elles sont très intéressantes.
et complexe. Et j'ai appris assez vite en fait. J'ai eu la chance d'être Chavruta. J'ai fait une étude en fait avec un Dayan de Pavé qui s'appelait le Rav Benita, et avec qui j'ai pu apprendre la Shrita très rapidement. Et ça, c'était un privilège pour moi, vraiment. J'ai appris un métier comme ça en quelques mois. Et voilà, le métier de shochet, pourquoi il m'intéressait aussi? Parce que ça bouge, ça voyage. Tu vas en Espagne, tu vas en Pologne, tu vas à Dijon, tu vas machin, tu vas truc. Ça voyage. Alors bon, toutes les semaines, c'est vrai que c'est dur, mais moi j'étais bachour, j'étais pas encore marié. J'aimais ça. Et en même temps, j'étudiais, en même temps, j'étais dans cette ambiance de shochatim, de rabbanim qui travaillaient dans la cache-route. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. J'ai fait ça pendant 1 an. Et voilà, c'était très intéressant. J'ai pas continué là-dedans, mais... Alors, on va pas rentrer dans les détails. Tu finis par rester en Israël. Tu te maries, Baruch Hashem, tu as des enfants. Et... je reste en Israël, pourquoi? Parce que, en fait, le métier de Shrita, je l'ai appris en France, mais au niveau de la pratique, je l'ai appris en Israël. D'accord. Et donc, j'ai passé la smicha ici en Israël, et j'ai passé plusieurs mois ici. Donc, je faisais yeshiva et shrita, yeshiva et shrita. Et j'avais un billet, en fait, j'avais pris un billet d'aller sans retour. Et je savais pas quand j'allais revenir. Voilà, j'ai eu ma smicha, j'ai eu mon diplôme. Et j'ai dit à ma mère, écoute, je pense que là, j'ai 18 ans, faire shochet comme ça, rentrer en France, je veux étudier. Je veux quand même étudier. J'ai pas encore assez étudié, j'ai pas assez de bagages. Je veux étudier, je suis en Israël. Et je me dis, si je suis déjà là, je reste. Voilà. J'avais pas décidé de faire l'Aliyah à ce moment-là. J'avais décidé de rester étudier la Torah en Israël. Et c'est après que j'ai décidé de rester complètement. Dans ma tête, je me suis dit, je vais sûrement rentrer. J'avais un pied là, un pied là. Et c'était pas bon cette période-là, parce que c'était dur. Tu te dis la France, t'as encore cet attachement-là. Mais finalement, je suis resté. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Alors en Israël, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Enfin, tu as des enfants, Baruch Hashem. Et quelques années après, tu vas devenir animateur de soirée. Tu vas surtout te faire connaître du grand public francophone avec des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment ça a démarré? Comment tout cela est arrivé? Voilà, donc déjà, c'est vrai que c'est très, très spécial comment c'est arrivé. Moi, j'étais au Kollel, je m'étais marié depuis déjà 1 an et demi. J'étudiais au Kollel, donc le Kollel c'est comme la yeshiva, mais sauf que tu es marié, donc tu as une bourse d'études et tu restes étudier la Torah toute la journée. Et j'ai eu une proposition d'un ami qui m'a dit, écoute, t'es quelqu'un de rigolo, t'es quelqu'un de sympa, je viens de voir quelque chose d'incroyable, c'est pour toi, fais-le. J'ai dit, mais de quoi tu parles? Il y a Torah Box. Torah Box, c'est une association de Torah, de diffusion de Torah, qui proposait un casting pour jeunes hommes pour faire des vidéos humoristiques au thème du judaïsme. Voilà. Je ne savais pas du tout de quoi on parlait, je me suis dit pourquoi pas et tout, mais bon, moi j'avais jamais fait de vidéo, j'aimais l'acting, mais j'avais jamais parlé devant une caméra en fait avant ça. Mais est-ce que tu te dis à ce moment-là, c'est le moyen de renouer avec mes anciennes passions et d'allier Torah et... Alors à ce moment-là, non. À ce moment-là, je me suis dit, déjà je savais pas si ça allait prendre, si ça allait marcher, si ça allait truc, je ne savais pas du tout de quoi on parlait, donc, mais j'étais tout de suite intéressé, c'est sûr, ça m'a chauffé, mais... Bon, j'en ai parlé à ma femme, le truc, alors bon, c'est étrange, ça n'existait pas. C'est un chidouche, c'est une nouveauté dans le monde de la Torah, le monde français. Il n'y avait pas de religieux qui faisaient des blagues, qui faisaient des choses humoristiques. C'était vraiment un boom. Et en fait, moi, je m'y attendais pas, mais ça a cartonné. Ça a cartonné du premier coup. Et on a fait une vidéo sur Pessah. Et cette vidéo-là, elle a fait des centaines de milliers de vues. Et je me suis retrouvé comme ça dans la rue, les gens qui me reconnaissent, truc, machin, alors que je fais une vidéo. J'étais encore à Vrère, au Kollel, voilà, j'avais un enfant, Baruch Hashem. Ça t'a étonné que ça marche autant? Ouais, ça m'a étonné. Je pensais que j'allais faire quelque chose qui voilà, ça me plaisait, c'est sympathique, voilà, on a fait une vidéo, c'est un bon souvenir. Mais non, ça a marqué. Les gens, ils étaient là, les familles en France, les gens, les trucs. Vraiment, ça a fait un raz-de-marée dans le monde francophone. Et justement, il n'y a pas des personnes qui t'ont fait des réflexions sur le fait que tu sois un petit peu atypique, en tout cas que tu sois pas commode, Ouais. parce que tu es peut-être
le seul humoriste, enfin, il doit y en avoir quelques-uns, mais ça veut dire en tout cas dans le monde francophone, il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi qui sont habillées en noir et blanc avec le chapeau et qui à côté de ça font des vidéos drôles sur les réseaux. Bien sûr, bien sûr. Même moi, au début, je me suis dit peut-être que c'est pas adapté, peut-être. Et je savais pas à quel point ces vidéos-là aussi, elles pouvaient apporter de la joie, qu'elles pouvaient apporter de la détente à des gens. Au début, je savais pas. Moi, ça me détendait à moi, en tout cas. Ça, c'était au début. J'ai pensé à moi. Alors, bien sûr, TorahBox, eux, ils avaient un but bien précis. Ça a ramené le maximum de gens pour justement encore plus diffuser la Torah. Et donc moi, c'est tout bénef, c'est extraordinaire. Je fais ce que j'aime. On fait du zikouï rabim, c'est-à-dire qu'on vient apporter du rizouk, attirer les gens sur TorahBox. Donc et en plus, je fais ce que j'aime, je m'éclate. Et ça, c'était vraiment incroyable pour moi. Donc oui, alors il y a eu des remarques, il y a eu toutes sortes. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un. Mais de qui? Du public ou plutôt des rabbinim Des rabbinim, du public, des gens qui peuvent dire non, le religieux, c'est quelqu'un, voilà, qui est là, qui est sérieux, qui a le truc. La joie, ok, mais pas voilà, comme je fais, le rire, l'humour. Et ça, je peux comprendre, moi je respecte. Mais je sais que voilà, on est dans une génération, on a besoin de ça. On doit se détendre. Et moi, de toute façon, je suis comme ça. C'est-à-dire, après, dans la vie de tous les jours, je fais pas les vidéos, les darkas, les perruques, les machins. Mais c'est sûr que mon but, c'est justement de rendre joyeux, d'être messaméach un petit peu. Moi, ça me rend joyeux, voilà. Ça te fait du bien. Ça me fait du bien. Et si je peux faire du bien aux gens, et en plus de faire du zikouï rabim, alors là... Depuis le 7 octobre, est-ce que tu sens que les gens ont changé dans leur comportement? Est-ce que tu sens qu'il y a un besoin indispensable de rire aujourd'hui? Changement dans le comportement, complètement. Moi-même, enfin tout le monde, c'est-à-dire je pense que le monde a changé, le monde entier, pas seulement le peuple juif, le monde a changé, le 7 octobre, après voilà, il y a des moments comme ça, on a besoin de se détendre, on a besoin de joie, mais c'est sûr que les semaines après le 7 octobre, même moi, j'étais complètement brisé, je me voyais pas faire des darkas ou des choses comme ça. Tu as mis du temps à revenir? J'ai mis du temps, j'ai mis du temps, j'ai même des projets que j'ai fait il y a plus d'un an, que je devais sortir peut-être le 8 ou le 9 octobre. Vraiment, quelque chose que j'ai pas encore sorti parce que je sentais que c'était pas le moment. J'avais un clip musical que j'ai fait parce que j'ai fait aussi, Baruch Hashem, ces derniers temps, beaucoup de clips musicaux que ce soit avec TorahBox ou d'autres organismes qui ont vraiment marché. Et ça a encore plus marché que les vidéos humoristiques. C'est vraiment incroyable. Donc il y a aussi une partie musique. C'est pas que de l'humour. C'est pas que de l'humour. D'accord. On a fait une musique là avec TorahBox il y a quelques temps, c'est une reprise de Jérusalem la musique qui a fait 4 millions de vues. Wow. C'est quelque chose de incroyable. C'est-à-dire, moi jamais de ma vie j'aurais pensé faire 4 millions de vues sur YouTube en plus. C'est vraiment incroyable. Et donc j'ai cette chance-là. Et bon, la musique, moi je me dis pas chanteur, mais je suis un fou de musique, je suis un fou de danse et de show. Et ça, voilà, justement pour revenir sur le 7 octobre, je me voyais pas sortir ces projets-là cette année en tout cas, et j'espère bientôt. On a besoin de ça, les gens on doit vivre, c'est clair. Mais est-ce que tu sens que les gens sont demandeurs de ça? Complètement. Je reçois des messages tout le temps, mais je m'arrête un mois, les gens ils disent ah ça y est, t'as arrêté, t'as changé de vie. Ou même une semaine des fois même, tu fais plus de vidéos, non, ou alors ils suivent pas, mais c'est à dire que non, c'est-à-dire je peux pas être tout le temps là, et puis moi j'aime bien faire des vidéos aussi de qualité, donc des fois ça prend beaucoup de temps à les faire. Beaucoup de gens me disent mais non, tu dois faire même des petites vidéos, on a besoin de ça, on doit respirer un truc. Parce que c'est vrai que bon, c'est quand même, on essaye de faire le maximum quelque chose d'adapté à tout public, cachère pour le monde, que ce soit le monde religieux ou non. Et ça, les gens en demandent, il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de programmes, c'est sûr. Les gens ont besoin de se détendre d'une façon cachère avec des programmes adaptés, que ce soit pour les enfants ou pour les gens religieux. Alors tu ne fais pas que des vidéos. En 2019, on a pu te voir monter sur scène, faire du stand-up. Est-ce que c'est encore dans tes projets? Alors, comme je te l'ai dit au départ, tout ce qui va toucher sur l'art et sur le show, je vais le faire. Tu vas refaire du stand-up? C'est prévu? Le stand-up, j'aimerais en refaire. Alors, ce spectacle en 2019, il s'est très bien passé. Bon, c'était une scène ouverte, c'était une demi-heure sur scène. Une demi-heure, pour moi, c'est énorme déjà sur scène. Faire rire des gens pendant une demi-heure, enchaîner les blagues. Alors pourquoi c'est difficile pour moi le stand-up?
Parce que le stand-up, c'est quelque chose que on vient tester. On prend des bides, on est là, on va dans des cafés-théâtres, dans des comédie clubs. Et ça, j'ai pas cette opportunité, j'ai pas cette chance, c'est-à-dire en tout cas en Israël, en français. Et d'aller à Paris, moi, Baruch Hashem, marié avec des enfants, d'aller enchaîner les cafés, les machins, les comédie clubs pour tester mes vannes, c'est très compliqué. C'est quelque chose que je vais pas faire. Donc, alors bien sûr, le stand-up, si vraiment je trouve un metteur en scène, une bonne équipe qui pourrait justement mettre en place un vrai spectacle, je le ferai. Mais je veux proposer quelque chose de qualité au public. Et pour justement présenter un spectacle de qualité d'humour, il faut tester ses vannes, il faut prendre des bides, il faut se ramasser et il faut reprendre et reprendre. Mais en tout cas, le stand-up, j'ai pas fait une croix. Ça m'arrive bien sûr de faire des petits spectacles dans des galas, dans des soirées en France. Mais un vrai spectacle d'humour, c'est un rêve, oui, c'est sûr. J'ai touché aussi, là, ces derniers temps, au théâtre. Alors, le théâtre, c'est quelque chose, voilà, les pièces de théâtre. Là, je suis en pleine préparation d'une pièce. On peut en savoir un peu plus? Ouais, c'est une pièce qui sera jouée d'abord en Israël. J'espère en France. C'est une pièce humoristique, c'est de la comédie. C'est une comédie pure et dure. C'est quoi le thème? Pour en savoir un petit peu plus. Je peux pas en dire plus si je commence à spoiler les producteurs. Les producteurs, ouais. Mais en tout cas, je suis en pleine préparation de ça. C'est en rapport avec le milieu religieux ou pas du tout? D'accord. Okay. Pas cette fois-ci. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, et pour finir, Noam, ce serait quoi tes rêves les plus fous? Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme projet pour l'avenir? Il y a plein de projets. Maintenant, des rêves fous, j'en ai toujours eu. Et il en faut. Jouer dans un film? Jouer dans un film, bien sûr. S'il y a une proposition adaptée pour moi, avec mes valeurs aussi, complètement, pourquoi pas. Mais, un album? Un album, plus que ça. Moi, en fait, l'album, c'est pas pour l'album que je ferai, c'est plus pour les shows. Moi, ce que j'aime, voilà, et là, j'ai découvert quand j'anime ces soirées ces derniers temps, où j'ai fait beaucoup de bar mitzvot, des mariages, c'est le show, c'est les publics, c'est venir avec des danseurs, des feux d'artifice, des machins, du show. Ouais, j'aime ça, c'est venir sur la scène, danser, faire mes musiques. Pour moi, c'est voilà, des shows à l'américaine. Ça, c'est un rêve, on va dire artistique. Après, bien sûr, j'ai plein d'autres rêves. Et on a tous des rêves et il en faut. Mais ouais, au niveau du show, c'est d'arriver à ça. Ce que je vois, en tout cas, ce que j'ai en tête, c'est voilà, c'est un de mes buts. Bezrat Hashem. Noam, merci d'être venu sur le plateau de Chasseurs d'étoiles et de nous avoir permis de découvrir un peu plus dans l'intimité cette personne que tu es, aux valeurs incroyables, et surtout nous avoir accordé ce sympathique et touchant portrait de toi. On te souhaite bien évidemment une grande hatzlacha. Amen, amen, merci. Dans tout ce que tu entreprendras, et en espérant te revoir très bientôt sur scène. Si Dieu veut, merci. Des bonnes nouvelles. Amen.